Hello, bienvenue dans cet épisode numéro 15 de Joli Papa dans lequel nous allons voir 5 apprentissages personnels, 5 apprentissages de développement personnel que j'ai eus en étant beau-père. C'est-à-dire le fait d'être beau-père m'a aidé à grandir sur 5 sujets que je veux te partager aujourd'hui et tu vas voir le questionnement, de coach du coup que j'utilise avec moi-même pour m'auto-accompagner sur ces sujets. Alors, c'est la période des allergies là, donc en ce moment je galère, donc j'espère que, voilà, que ça sera pas trop, incommodant pour toi dans les oreilles. J'essaye de faire, au mieux entre les éternuements et cetera, mais c'est vraiment la galère en ce moment. Petit rappel, j'interviens dans un cercle d'hommes, donc ce mercredi 16 avril, donc au moment où sort ce podcast, ça sera dans 2 jours, à 20h chez Corentin, donc dans le cercle homme à homme et je te mets le lien si tu veux participer à cet atelier autour de la parentalité, de la belle parentalité. L'atelier est gratuit, tu peux, y participer librement. Alors, pour commencer, tu sais que j'aime bien, partager des anecdotes, des fun facts autour de la belle parentalité. Je suis allé voir un petit peu, du côté des animaux en me disant: «Tiens, mais les animaux, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des beaux-pères chez les animaux?» Et j'ai trouvé des exemples apparentés. Alors chez hem, les chimpanzés donc les mâles chimpanzés, normalement, ils participent pas à élever leurs propres petits. C'est la maman chimpanzé qui s'en occupe. Le mâle, lui, il fait autre chose, il va jouer aux cartes, il fait je sais pas quoi. Hem, cependant, si la maman chimpanzé décède, dans ce cas-là, un mâle adulte et pas forcément, du coup le père, mais un mâle adulte de la tribu va s'occuper du petit chimpanzé orphelin et donc il va vraiment là, pour le coup, devenir parent, prendre soin de lui, le porter sur son dos comme, ferait sa maman, partager sa nourriture, veiller, à ce qu'il ne se perde pas, le protéger des prédateurs et ces relations, de beau-père adoptif, sont constatées comme durant, sur plusieurs années. C'est-à-dire c'est pas juste, le temps d'élever le petit chimpanzé, ça dure sur plusieurs années et même si ces chimpanzés n'ont pas de lien de sang et donc c'est intéressant de voir que ces mâles qui, bah, normalement ne s'occupent pas du tout de leur progéniture, peuvent s'occuper du coup d'autres bébés chimpanzés, lorsque lorsqu'il y a nécessité de cela et en se comportant vraiment comme un parent. Il y a, chez les orques, hem, donc les orques là, ces gros animaux, marins impressionnants. Les orques, ils sont organisés dans une structure plutôt matriarcale, hein, donc c'est les mamans orques qui coordonnent la tribu, la cohorte le groupe d'orques et du coup, les soins, c'est aussi géré par, les mamans orques. Hem, par contre, il y a, hem donc les mâles sont là aussi ne sont pas, ont pas cette vocation du coup de s'occuper de leur, progéniture biologique. Mais pourtant, quand ils vont retourner dans leur tribu parce que en fait donc ils appartiennent à leur groupe d'orques et ils se mélangent pas. Donc c'est les mamans orques qui, contrôlent les tribus. Donc le l'orque mâle, si il va donc, s'accoupler donc avec une femelle. Ensuite, il va revenir dans son, matrilignage, c'est-à-dire il va revenir dans sa famille dirigée par, la grande maman orque. Donc du coup, il va pas s'occuper de ses enfants. Par contre, au sein de sa lignée, de son groupe d'orques, là, il va participer à la protection et la surveillance des jeunes orques, donc qui sont de la on va dire, au sens large, de la lignée de sa mère, grand-mère, mais qui sont pas ses enfants à lui et donc par le fait, ils deviennent ainsi des sortes de beaux-pères de ces jeunes orques. Donc c'est rigolo de voir que, on a des animaux comme ça, dans lequel le mâle, bah, a pas vocation du coup à s'occuper, des jeunes, sauf si nécessité quoi.
Et du coup, il s'occupe de jeunes, mais qui sont pas les siens, d'autres jeunes. Donc c'est vraiment intéressant de voir que cette question de génétique, de codage, là où je vois des fois des humains très attachés à ça, dire: «Non, c'est mon fils, c'est ma fille», dans le sens c'est ma propriété, le 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 sang de mon sang, tu vois? Dans ce côté un peu justement, patriarcal de, j'ai transmis, mes gènes, j'ai transmis mon sang et ben là, on voit que chez des animaux, hem, qui pourtant ne s'occupent pas de leurs petits à la base, eh bien, ils sont capables de prendre soin d'autres petits en faisant fi du coup de la relation de sang. Hem, on va donc terminer, non, on va pas terminer avant de commencer. On va donc commencer cet épisode de podcast. Petit rappel aussi, donc le 16 mai, il y aura un enregistrement public à Audincourt. Le podcast Bruxelles Podcast Festival le 5 juillet, donc ça sera aussi un enregistrement en public. Et puis, n'hésite pas à interagir. Tu peux m'envoyer des messages sur Instagram, Joli Papa Podcast. N'hésite pas à réagir, à témoigner, à contribuer, à controverser, ce que tu veux. Mais, ce podcast n'est pas un monologue. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'invité, donc je vais reprendre mon bâton de pèlerin à la recherche d'invités et je crois que j'ai trouvé un super invité, que je vais vous présenter et donc il faut que je programme cet enregistrement. Ça devrait apparaître dans 2 ou 3 épisodes maximum en fonction de nos agendas. On va donc démarrer avec 5 apprentissages personnels que j'ai eus en tant que beau-père. C'est parti! Quand je suis devenu joli papa, j'ai donc été confronté, à des nouvelles situations avec les enfants. Donc moi j'étais, célibataire, pas d'enfants, des enfants, professionnellement j'ai côtoyé des enfants, ça a été mon métier à un moment. J'ai des nièces, voilà, mais j'avais jamais élevé d'enfants au quotidien. Et donc là, je découvre bien, les caprices, les pleurs, et puis plein de comportements qu'ont les enfants et je découvre combien certains de ces comportements, m'énervent. C'est-à-dire je sens ça m'active, c'est-à-dire que tu sens que là, tu pourrais avoir un coup de sang. Alors c'est pas mon tempérament d'avoir des coups de sang, mais tu sens que tout d'un coup ça crispe et comme il se trouve que je suis coach, comme il se trouve que je me scanne pas mal, je m'introspecte, je fais beaucoup de travail de respiration et pendant ces breathwork, pendant je me pose des questions, je réfléchis. Je réfléchis beaucoup. Et puis, et donc, forcément, je me scanne, je m'analyse et me dire: Antoine, c'est quand même intéressant. Tu es quelqu'un qui est plutôt, réputé comme, plutôt cool dans la vie, et là, tout d'un coup, il y a des sujets qui te crispent. Bon, qu'est-ce qu'on en fait?» Et je me souviens, de cette phrase, de se dire qu'il y a pas de hasard dans la vie, que finalement, la vie se met à ton service pour te présenter sur le chemin tous les endroits sur lesquels tu as besoin de grandir et je me dis: «Bah, c'est peut-être ça, en fait». OK, alors prenons le jeu comme ça. Prenons le jeu de tout ce qui va m'énerver avec les enfants ou dans des interactions ou dans leur comportement, enfin ouais, m'énerver, me crisper. Je vais en faire des outils d'apprentissage en me disant: «Bah, en fait, c'est pas eux qui te crispent, c'est toi qui te crispes». Hein, c'est comme je dis aux enfants: «Non, ton petit frère n'a pas le pouvoir de te mettre en colère. C'est toi là qui te mets en colère, en réaction à ce qu'il a fait». Et je partage ça aux enfants à l'âge de 5 ans, 6 ans et donc bah, je me le partage aussi. Donc prenons des exemples. 1re, un comportement, que j'ai observé très jeune, à, déjà 4 ans, chez le petit, chez le deuxième, c'est le fatalisme. Et ben, ça sera toujours comme ça. Donc par exemple, je sais pas, il renverse son verre, il fait pas gaffe, il renverse son verre, il se met à pleurer, il se fait même pas gronder, hein, c'est-à-dire, bon OK, le verre se renverse, il a pas fait exprès, OK. Il se met à pleurer: «Oh bah, il y a
de l'eau qui est tombée dans mon assiette et machin et on dit: «Bah, c'est pas grave, on va vider l'eau, on va remplacer le plat, on va» et là, c'est: «Mais non, ça sera toujours comme ça» et donc un fatalisme quoi, de trucs de, tu sais, c'est un peu la différence entre le fixed mindset et le growth mindset et donc le truc: «Ça sera toujours comme ça» et ça, ce truc, moi, ça m'activait. Je me dis: mais non, comment il peut dire ça, que ça sera toujours comme ça? Jamais de la vie!» Et je sentais que j'avais envie de me battre contre cette croyance et en me posant la question: «Mais pourquoi Antoine, ça t'active autant quand il se comporte comme ça?» Réponse très simple: «Parce que j'ai mis 30 ans à me comporter différemment». J'ai mis 30 ans à me comporter différemment. Alors, heu, vois bien le truc, c'est-à-dire tu peux dire: «Non, non, non, mais moi, j'ai» non, 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 c'est lui. Non, 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 c'est toi. D'accord? C'est toi. Si ça te crispe, si ça t'énerve, si ça t'active, si c'est un sujet, c'est toi. C'est à propos de toi. Donc là, vu que c'est à propos de moi, je te partage et comme ça, tu pourras dupliquer le modèle pour le faire pour toi. Donc OK, alors, ce truc-là, m'énerve. Ça m'énerve en fait qu'ils pensent comme ça, qu'ils se disent: «Parce que c'est arrivé une fois, alors ça sera toujours comme ça. Parce que, là j'ai trébuché, alors j'y arriverai jamais. Parce que je suis tombé de mon vélo et bah, de toute façon je pourrai jamais faire de vélo dans ma vie». OK et donc je vais me poser ces questions. Alors, il y a des effets spéciaux là dans ce podcast, donc je vais, prendre du coup je vais m'auto-accompagner. Alors c'est des exercices que j'ai déjà faits, mais là je vais te les relater et donc je vais avoir cette voix-là quand j'ai la voix du coach, je vais parler un petit peu comme ça. OK, donc commençons le processus. OK Antoine, ça t'énerve quand tu vois le petit qui est fataliste. Quand est-ce que tu le fais aussi et que tu te juges pour ça? OK, alors quand est-ce que je suis fataliste? Bah, en fait, j'ai été fataliste pendant 30 ans parce que, j'ai grandi avec des rêves plein la tête. En plus, moi, je suis vraiment un créatif, je suis un artiste et ces rêves-là, je voyais bien qu'ils recevaient pas, une grande compréhension de la part de ma famille et donc en fait, ben, j'ai fait l'école. Après, on m'a dit: «Ben, heu, faut passer le bac, quoi». Bon, bah, je vais passer le bac. Bah, puis après, il faut que tu fasses des études. Bon, bah, je vais passer des études et je voyais bien qu'en fait, je pourrais jamais vivre mes rêves, quoi. Hem et puis après, bah, si tu as fait des études, faut prendre un bon boulot, quoi, c'est quand même logique. Ah bah, oui, oui, c'est comme logique. Oui, bah, tu vas acheter la maison et puis la femme, puis les enfants. Bon, il y a pas eu les enfants, le chien, oui, il y a eu le chien et en fait, ouais, j'ai mis, 30 ans avant de comprendre que c'est pas parce que les choses se sont déroulées comme ça, que ça se déroulera toujours comme ça. Ça a été long. OK Antoine, et quand est-ce que tu fais l'inverse? Quand est-ce que justement tu n'es pas du tout fataliste et que peut-être même tu t'en vantes un peu? Eh bien, au début de mon parcours de développement personnel, ouais, je dirais que, tu sais, c'était vraiment le cliché quoi. T'as fait un stage, un week-end de développement personnel, puis ça y est, t'as tout compris à la vie quoi. Ouais, c'est bon. Et donc c'est là que tu vois passer toutes les citations, tu sais, sur Instagram, sur Facebook, alors citation bullshit et pas bullshit, c'est-à-dire que oui, c'est vrai et en même temps, c'est tellement cliché. Enfin, je veux dire, il y a besoin de beaucoup de nuances là-dedans et ça correspondait aussi à la période où je me suis digitalisé. J'avais une activité qui était 100% présentielle, que je basculais en ligne, je lançais, ma première chaîne YouTube et j'avais l'impression un peu d'avoir craqué le code et j'avais l'impression un peu que, tu sais, il y a pas de limite, non, il y a, no limit et cetera. Ouais, sauf qu'en fait, la gravité, par exemple, c'est une limite, hein. Donc si tu veux aller sur Mars, il va falloir vaincre la gravité physique. Ça, c'est une limite. Hem, le découvert bancaire, c'est aussi une forme de limite à un moment, si tu fais pas gaffe à tes finances. Donc oui, j'avoue, je confesse tout à fait que j'ai aussi versé dans, l'ultra, optimisme. Tu sais, c'est là un peu le problème de la pensée positive à outrance, quoi.
tout est un cadeau, mais non, de toute façon, tout ira bien, tu peux tout faire, tu peux OK. Donc on a besoin de recentrer un petit peu, tout ça. OK Antoine, donc quand tu vois que toi-même, tu as été un grand fataliste, quand tu vois que toi-même, tu as été, un grand optimiste, mais peut-être, trop, est-ce que tu es capable d'aimer ces 2 parties de toi? Ah, ah, ah. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je sais bien que tant que je n'arrive pas à apprécier ces 2 parties de moi, c'est-à-dire la partie où je me comportais comme lui, donc fataliste, tant que je continue à la juger, ben, je continuerai à le juger quand il est fataliste et puis en même temps, tant que je continuerai à survaloriser quand à l'inverse j'étais hyper optimiste, bah, je suis décentré. Donc l'idée c'est que ouais, j'arrive bien à voir que j'ai été fataliste pendant un temps parce que finalement, c'était peut-être le chemin que j'avais besoin de faire pour apprendre, pour grandir, pour me renforcer, pour croître, pour être plus fort, pour comme un tremplin le jour où je serai prêt. Et je vois bien, quand j'ai été hyper optimiste que, bah, en fait, c'était une réaction à cet ultra fatalisme et que ça m'a aussi donné l'énergie de lancer plein de trucs. Je pense pas que j'aurais lancé une chaîne YouTube, donc c'était en 2017, donc 8 ans après, elle est encore là. Contenu toutes les semaines, ça n'a jamais dérogé. Si j'avais pas eu cet ultra, optimisme au départ, je suis pas sûr que je me serais lancé dans cette aventure et ben, j'arrive à aimer ces 2 parties de moi et je vois bien qu'aujourd'hui, quand je lance le podcast Joli Papa il y a quelques mois, je suis pas dans l'ultra optimiste, je suis plus centré. Je sais que c'est un jeu long, je sais que je vais pas faire, 10 contenus par semaine parce que je pourrais pas tenir ça pendant 5 ans, mais qu'un épisode de podcast par semaine, au moins au format audio, c'est cool. Le format vidéo, je vois bien que oui, j'en ai envie, mais oui, ça me met de la contrainte dans l'agenda et il sera peut-être pas toutes les semaines en vidéo. Donc on verra bien. Donc oui, je suis capable d'aimer ces 2 parties, de moi. OK Antoine, donc quand tu vois que tu es capable d'apprécier, cette partie en toi qui était celui qui était fataliste, quand tu vois que tu es capable d'apprécier en toi l'Antoine qui était hyper optimiste, heu, qu'est-ce que tu te dis du comportement, de cet enfant? Qu'est-ce que tu feras la prochaine fois, qu'il le fera? Eh ben, je crois qu'en fait, la prochaine fois que je le verrai, être ultra fataliste, je me brancherai à cet amour inconditionnel de l'aimer comme j'aime cette partie de moi qui l'a été, tout en sachant que c'est pas une fin en soi, qu'il y aura peut-être autre chose, mais que c'est peut-être justement ce dont il a besoin de vivre et peut-être que ça va l'aider aussi à attirer des personnes qui vont lui montrer un autre chemin et et que c'est tout à fait OK comme ça, quoi. Et ça, c'est vachement apaisant de me dire que la prochaine fois qu'il renversera son verre et qu'il dira: «Ah, ça sera toujours comme ça» ou que ses lunettes tomberont dans le sable et que il y aura du sable plein les lunettes, qu'il se dira: «Mais j'aurai toujours mal aux yeux, je vais devenir aveugle». Peut-être même d'en rire et d'avoir beaucoup d'amour, en fait, pour moi-même, de me donner beaucoup d'amour et du coup d'être capable d'être en présence avec lui et de lui en donner. OK, bon, alors là, je viens de dérouler mon processus pour, le premier trait de caractère et du coup, je t'invite, hein, à repiquer les questions là, donc je te les fais exprès au mégaphone. Bon, c'est un peu, cheap comme effet spéciaux, mais comme ça permet toi de bien te distinguer, hein, quand, tu te parles à toi-même. Bon, c'est sûr qu'avec un coach, c'est plus facile, mais on pourrait faire ça ensemble, mais ça change tout. Donc là, je te fais des raccourcis, donc des sujets sur lesquels j'ai réussi à avancer. C'est magique de le faire sur, tout le reste. Enfin, je vois du coup la vie comme, là, le fait d'être beau-père, d'être joli papa comme vraiment, une possibilité de grandir, chaque jour dans une meilleure compréhension, dans plus d'amour, dans plus d'acceptation et du coup beaucoup plus de magie. Alors, je vais te prendre un deuxième sujet qui est, celui d'être le premier. Alors, c'est les enfants, en rentrant de l'école, ils courent, ils sortent de la voiture, ils courent et c'est toujours le jeu de: «Je serai le premier». Alors, c'est un petit peu un truc de petit mec ça, que j'ai observé quand même, mais il veut être les premiers. Et si
Le problème, c'est qu'il est le deuxième dans la vie. Il est arrivé le deuxième dans la fratrie et il court moins vite, donc il est pas souvent le premier. C'est sa sœur qui gagne et en fait, ce truc-là, au début, ça m'a vraiment énervé de voir combien il était attaché à être le premier, à être servi en premier quand on sert le repas, à arriver le premier, à être le premier dans le nombre de bons points à l'école et cetera. Bon, d'ailleurs, c'est assez discutable cette histoire de bons points. Bon, OK, donc prenons ce deuxième sujet, dire: «Mais pourquoi vouloir toujours être le premier. OK Antoine, donc ce sujet t'énerve, quand est-ce que tu le fais aussi? Vilain coach, mauvaise question. En fait, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Je lance une chaîne YouTube, il y a 8 ans. Mon ambition, bah, c'est que ça soit la première chaîne YouTube francophone. Ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai lâché ce truc-là, elle est devenue deuxième chaîne YouTube. Elle a été pendant très longtemps la première chaîne YouTube francophone sur la voix. Peut-être que je te parlerai de la voix de l'homme d'ailleurs. Quand j'ai lâché, cette addiction à vouloir être le premier, ben, les choses se sont faites naturellement, c'est-à-dire qu'elle est passée deuxième. Mais oui, je le fais très souvent quand j'ai une école de coaching, ben, mon ambition, c'est que ce soit la première école de coaching francophone. Et toi, je dis même pas de France, je dis francophone. Donc oui, c'est clair que je le fais très régulièrement de vouloir être, le premier. OK Antoine, et quand est-ce que tu as été le premier, mais que finalement, c'était pas si cool que ça? Et ben, justement, dans le business, le fait d'être, le premier, j'avais un peu l'impression de débroussailler le chemin, de prendre toutes les baffes, de prendre toutes les impasses, de devoir, sortir le plus d'énergie, en fait, pour débroussailler le truc. Et puis derrière, c'était en fait hyper facile de repiquer les idées, de refaire les mêmes vidéos, de refaire les contenus, de dupliquer les formations qui marchent, et cetera. Et ouais, j'ai senti une petite forme comme ça, un peu d'injustice en me disant: «Mince, c'est moi qui fais tout le boulot et en fait, je débroussaille». Enfin, moi, je prends les échardes, quoi, pour les autres derrière qui ont juste à suivre le chemin, quoi. Le 2e point dans lequel, je l'ai perçu aussi, avec des fois avec des inconvénients d'être le premier, ben, c'est dans ma lignée, en fait. Moi, je suis le grand frère. Et je me suis retrouvé avec des responsabilités de: «Ben, écoute, c'est à toi de le faire, quoi». Hem, Quand mon père est mort, par exemple, et que dans l'animation de la cérémonie de recueillement, bah, je l'ai animé et je sais qu'à l'époque, ça me convenait pas du tout, quoi. Mais sauf que c'était un peu convenu, dans toute la famille que, bah, c'était à moi de le faire, quoi, que j'étais le premier de la lignée. Donc c'est vrai, j'avoue coach, que des fois être le premier, c'est pas non plus toujours quelque chose de top. OK, et quand tu fais l'inverse, c'est-à-dire que quand tu es pas le premier, quand tu es le deuxième, hem et que tu t'en satisfais, est-ce que ça arrive ça? Quand tu te comportes du coup à l'inverse, c'est-à-dire que non, tu as pas envie d'être le premier. Hem, oui, j'ai un exemple. J'ai eu il y a plus de 5 ans l'idée de monter une franchise et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et je le fais maintenant. Là, je suis en train de lancer une franchise. Hem, mais en fait, oui, pour moi, c'était très confortable, en fait, de pas le faire. Alors qu'on me le demandait, hein, j'avais des demandes. Me dire: «Ah non, non» et puis trouver des excuses: «Oui, mais ça va me prendre du temps. Oui, ça va être compliqué. Oui, ouais, c'est vrai que je me satisfaisais bien d'être deuxième en fait, hein. Ben, idem, pour un livre. Là, je sors un livre, de méthodologie, de coaching. Et ce livre, je l'ai retardé. Oui, ça me satisfaisait bien aussi de rester un peu caché, quoi. Donc j'avoue, c'est vrai que je me suis aussi bien satisfait d'être, 2e. OK Antoine, donc est-ce que tu es capable d'aimer ces 2 parties de toi? La partie de toi qui a cette addiction à devenir premier et la partie de toi qui a aussi, beaucoup de confort à juste rester deuxième.
c'est vrai que je vois bien comment le fait de vouloir être premier, c'est un moteur. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est antinomique avec le premier point d'avant d'être fataliste. Quand je veux être le premier, je vais chercher à me battre pour être le premier. Donc même si je suis pas le premier à la fin, ben ça crée une énergie, ça crée un enthousiasme, ça crée des efforts que je ferais peut-être pas si j'avais cette ambition. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup d'amour pour la partie de moi qui est juste satisfait d'être le deuxième, quoi. C'est bon, c'est pas obligé d'être la compète. Ça va aussi. On peut aussi être deuxième. C'est confortable d'être deuxième, c'est cool. Chouette. Donc, quand tu vois ces deux choses-là, que tu es capable d'aimer ces deux parties de toi, celle qui adore vouloir être le premier et qui déploie cette énergie, et celle en même temps qui se satisfait d'être deuxième, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que ton enfant se comportera comme tel? Euh, ouais, là, toi, je me rejoue la scène, je les vois en train de sortir, en train de courir dans la rue, et il veut être premier, et je sens qu'il commence à s'énerver, il crie, non, je veux être le premier, laisse-moi te dépasser, parce que c'est ce qu'il dit. Et bah, tu vois, là, j'ai un petit sourire en moi, de me dire: «Ah, c'est beau quand même». Chaque soir, en rentrant de l'école, de vouloir se battre pour être le premier, ça demande une énergie dingue, ça demande un courage, en fait, un courage qui sera forcément une qualité plus tard. Et en même temps, qu'on peut pas être premier sur tout, parce que ça, c'est un bon, chemin vers le burn-out, hein, de vouloir être premier sur tout, d'être le meilleur, conjoint, le meilleur père, le meilleur sportif, le meilleur, entrepreneur, le meilleur, créateur, le pre OK. Il y a un temps pour tout, il y a des saisons et ouais, ça pose le truc. Je vois de la gratitude, en fait. Je vois de la gratitude, dans ce comportement. OK, alors on en est arrivé à 2. On va faire encore, 3 autres. J'espère que ça t'aide. Hésite pas à me le dire comme ça sur Insta, en message. Est-ce que le fait comme ça de dérouler ou en commentaire, hein, si tu écoutes sur YouTube, le fait de dérouler comme ça, toi, ce petit protocole de questionnement, est-ce que toi, ça t'aide à pouvoir équilibrer? Donc c'est ce qu'on appelle du rééquilibrage, hein, tout simplement, ou de la dépolarisation. Bon, John de Martini est le maître de cela. Pour citer les sources, David Laroche utilise aussi beaucoup ça dans ses coachings. Hem, du coup, voilà, hésite pas, on va poursuivre, ces petits équilibrages en direct, mais avant ça, on va se mettre un petit peu de musique. Alors un autre, comportement, qui m'active quand je le vois chez les enfants, c'est le besoin de contrôle. C'est-à-dire que, quand on va se laver, il faut que le shampoing soit posé dans tel sens. Il faut que, la serviette avant, elle était posée sur le radiateur, sinon ça va pas et le pyjama, on va le poser comme ça et les tétines, on les range comme ça et donc beaucoup de contrôle. Je vois, pas mal de formes de contrôle comme ça je vois bien comment ça peut aussi être un moyen de gérer son stress. Ce que j'ai beaucoup fait, j'ai eu beaucoup de TOC quand j'étais, enfant. Hem, des tics aussi, beaucoup de contrôle et en fait, bah, évidemment, hein, si ce sujet-là, il se présente et qu'il m'énerve, c'est que je suis un grand contrôlant et ça, c'est pas un secret. Je préfère toujours être aux commandes que de me laisser commander et c'est ce qui a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, que j'ai quitté le salariat parce que, bah, comme ça, je contrôlais. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que tu contrôles de moins enfin, tu es plus contrôlant sur certaines choses et du coup, tu subis, enfin, c'est-à-dire il y a plein de choses qui sont pas sous ton contrôle. Donc on va y aller pour, dépolariser ce petit truc-là. OK Antoine, donc quand les enfants sont hyper contrôlants, ça t'énerve. Quand est-ce que tu le fais aussi? Eh ben, comme je te le disais, enfant, j'ai beaucoup géré mon stress grâce au contrôle. Ça a été un moyen, en fait, ben, étant donné qu'il y avait plein de choses qui me stressaient, qui étaient pas sous mon contrôle, le fait de mettre du contrôle sur les choses qui étaient à ma portée, bah, ça m'aidait. C'était vachement aidant.
Pendant très longtemps, je détestais les surprises. C'est-à-dire que moi, ma hantise, par exemple, c'était qu'on m'organise un anniversaire surprise. Ça me faisait flipper. C'est-à-dire je contrôlais pas. «Oh, mais il y aura qui? Mais on va faire quoi? Ça va durer jusqu'à quelle heure?» Enfin, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Donc j'ai appris à lâcher ça. Mais oui, c'est clair que je suis encore, contrôlant sur, plein de trucs. OK, donc maintenant que tu vois que toi-même, tu exprimes aussi ce trait de caractère, quand est-ce que, tu lâches, que tu fais l'inverse et que c'est cool? Et ben, justement, dans les surprises, ma chérie, elle adore m'organiser des surprises j'ai appris à apprécier les surprises, en fait, à lâcher en me disant: «OK, de toute façon, il y a plein de trucs que tu contrôles pas, donc pourquoi vouloir chercher à contrôler les trucs qui te font plaisir, en fait?» Et me dire: «Bah, ouais, en fait, s'il y a des trucs justement sur lesquels je peux lâcher, c'est justement ça». Heu, donc j'ai appris à lâcher, sur les surprises et du coup, ça fait du coup d'autant plus plaisir de me faire des surprises parce que c'est vrai qu'avant, quand on me faisait des surprises, bah, on voyait bien que ça me faisait pas plaisir, quoi, donc c'était chiant pour les gens qui m'organisaient des surprises et je tiens à m'en excuser. Tu sais, on te prépare une surprise, on me dit: «Ah bah super, il est pas content». Mais en fait, c'était pas la surprise en elle-même qui me mettait en rogne, c'était le fait que c'était pas sous mon contrôle, quoi. Donc donc heu, donc ça a bougé et sur mes projets aussi, là, typiquement sur Joli Papa, je laisse beaucoup plus couler. J'échange avec des gens, j'ai pas de dire: «Ah oui, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que machin?» Je suis vraiment dans cette notion d'abondance. On échange, on crée de la valeur, on partage et puis il y a des trucs qui vont se créer et c'est cool. Hem, OK et quand est-ce que tu contrôles, tu gardes ce contrôle, mais que du coup c'est cool? Parce que tu juges les enfants à vouloir contrôler, mais quand toi tu contrôles, il y a des fois où c'est cool aussi. Ouais, c'est clair que la partie de contrôle que j'aime bien, c'est plus du coup de la stratégie, de me dire: «OK, donc là, je suis en train de sortir un livre. OK, c'est quoi la stratégie pour sortir le livre, pour lancer le livre, pour faire parler du livre?» Et donc là, je contrôle les trucs, enfin, j'ai l'impression en tout cas de contrôler, c'est le contrôle stratégique. Ça, du coup, je trouve que, c'est cool. Très bien, est-ce que tu es capable d'aimer ces 2 parties de toi, ces parties qui sont, contrôlantes d'une part, mais aussi, qui lâchent prise d'autre part? C'est clair qu'avant, je jugeais énormément les gens qui lâchaient prise. Je me disais: «Mais c'est des feignants». Alors que pour moi, les contrôlants, c'était des bosseurs. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Je fais des fois beaucoup plus de job en lâchant. En allant me promener dans la forêt, je reviens avec 40 000 idées et des fois, j'ai pas un plan de formation complet, qui est réglé dans ma tête, juste en ayant fait une balade, quoi. Donc finalement, c'est en laissant, vaquer un peu ses idées comme ça qu'elles peuvent, maturer et devenir meilleures. Donc je suis capable d'aimer complètement, cet Antoine qui lâche prise, et je suis capable aussi maintenant d'aimer sans le blâmer, cet Antoine qui contrôle parce que, j'arrive à le faire, j'essaye en tout cas, je tends vers de la stratégie et c'est un contrôle malin. Finalement, j'y vois un contrôle malin. Très bien, donc qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que tu verras ton enfant hyper contrôler les choses? Bah, déjà, je me connecterai à cet amour de voir que contrôler les choses tel qu'il le fait aujourd'hui, ça répond à un besoin de gérer un stress, de gérer une anxiété et que c'est, ben, un super biais. Finalement, c'est une manière de le gérer, de contrôler. D'autres, boiront de l'alcool, d'autres plus tard prendront de la drogue, s'enivreront dans la fête. Bon, bah, là, c'est le contrôle, OK, c'est une autre forme. Et puis de voir aussi que, bah, du contrôle, c'est intéressant qu'il y ait du contrôle, d'apprendre le contrôle et puis que, bah, il viendra bien le temps, d'apprendre à lâcher prise aussi. Ça fait partie du chemin. Donc ouais, je vais me connecter à ça, de me dire: «Work in progress», heu et c'est la meilleure solution qu'il a trouvée jusqu'à présent, que l'enfant a trouvée jusqu'à présent pour gérer ce qu'il a à gérer. Hem, bon, très bien, on va continuer puisque je t'ai promis 5 5 apprentissages personnels, donc on va continuer maintenant à la soumission, se plier à.
Oh! Se plier à, alors, un petit peu d'explication. Heu, c'est la grande qui, expliquait que dans la cour d'école, bon, il y a un peu des leaders comme ça et puis qu'il y a une copine, ben, elle se plie au jeu que la copine décide. C'est la copine qui décrète à qui on doit parler ou à qui on doit pas parler dans la cour. C'est un peu la chef de meute, quoi. Et en fait, ce truc-là, ça me ça m'énervait aussi, quoi. Ça m'activait de me dire: «Mais bon sang, mais comment est-ce qu'on peut être sous influence comme ça d'une autre personne?» OK Antoine, quand est-ce que toi-même tu l'as fait ou le fais aussi? Bon, bah, très clairement, je te l'ai expliqué, OK, moi j'avais des rêves plein la tête, je voulais être artiste et puis on m'a expliqué que c'était pas un travail, qu'on pouvait pas gagner sa vie comme ça. J'ai découvert après que c'était faux, mais voilà, c'était une croyance qu'il y avait à l'époque et donc je me suis plié à ça et passe d'abord ton bac, je l'ai fait, fais des études, je l'ai fait, trouve-toi un bon job, je l'ai fait. Clairement, ouais, je me plie à ça et puis aussi, au regard des autres, je vois encore, j'ai par exemple l'idée là, le livre là que je vais sortir sur des méthodologies de coaching, mais j'en ai eu l'idée il y a 3 ans et j'ai traîné en me cachant derrière les excuses que oui, c'était du travail, c'est pas ma priorité, mais en vrai, c'était quoi? C'était le regard des autres, c'était: «Mais oui, mais attends, mais tu qui Antoine pour écrire un livre de méthodologie? Mais oui, tu vas te faire défoncer par la profession, il y a des gens qui vont te critiquer» et cetera donc oui, clairement, je me suis soumis et me soumis encore des fois à l'influence, d'autrui. OK, et quand est-ce que tu fais l'inverse? Quand est-ce que c'est toi qui, quelque part, est l'influenceur ou influence les autres? Ben, je crois que j'aurais pas pu lancer une chaîne YouTube qui a plus de 175 000 abonnés aujourd'hui, ouais, ce serait bon, je me suis jamais vu comme un influenceur, mais clairement, je partage des contenus sur les réseaux sociaux tous les jours, toutes les semaines, donc oui, forcément, j'ai influencé des gens à travers ça. C'est clair, et à un moment, j'y ai vu aussi, bah, voilà, quand tu vas dans des stages et qu'on te reconnaît: «Ah, mais c'est toi Antoine» et cetera. Enfin, je veux dire, ça serait nier de dire qu'au fond de moi, j'avais pas un petit truc de dire: «Eh, tu vu, c'est moi quoi, la classe, hein, tu vu?» Même toi encore aujourd'hui là, quand je te dis que la chaîne YouTube elle a, plus de 175 000 abonnés, je me dis: «OK, pourquoi tu dis le chiffre? Pourquoi tu dis pas que c'est juste une belle chaîne YouTube?» Tu vois? Donc il reste encore certainement un petit bout de je me la pète un peu. Je cherche à t'influencer par ça. Donc OK, OK coach, bon point. Je fais les 2. Je me plie à l'influence d'autrui, mais j'influence aussi. OK, et est-ce que, ton enfant est capable aussi de faire l'inverse? De pas toujours, en fait, se laisser influencer par les autres? Oui coach, c'est vrai, c'est un bon point. C'est d'ailleurs elle qui m'a appris, comment manipuler sa maman. Ça, c'était fabuleux. Une petite, tu l'âge de 5 ans, elle me dit: «Si tu veux, est-ce que tu voudrais manipuler maman?» Je dis: «Ah bon, bah, pourquoi tu me poses cette question?» «Ben, si tu veux, je pourrais t'apprendre». Et donc c'était assez fabuleux de voir comment elle manipule ses parents biologiques, hem, de voir, qu'elle m'explique comment elle peut manipuler son petit frère. Enfin, je et donc c'est rigolo, c'est-à-dire que oui, dans la cour d'école, elle vit beaucoup de «je suis sous influence de», mais elle-même aussi, cherche à influencer, voire manipuler les autres et donc en fait, ouais, c'est les 2 quoi. OK, donc est-ce que tu es capable d'aimer ce trait de caractère qui est de se laisser influencer par les autres, mais aussi celui qui est d'influencer les autres? Oui, clairement, je vois que les 2 sont utiles en fait. Ben, un leader, je dirais un leader de communauté par exemple. Avec Joli Papa, je cherche à créer ça, je cherche à créer une communauté, donc forcément, il y a besoin de quelqu'un qui tire la communauté. Si je faisais pas ces podcasts, bah, ça créerait pas la communauté, donc oui, j'embrasse cette partie de moi, de leader de communauté, d'influenceur et je peux aussi aimer cette partie qui se plie, aux autres, qui parce que, voilà, sur certains sujets, on a besoin de se laisser embarquer et en même temps, ça ferait de qui? Enfin, je serais qui, en fait, pour dire: «OK, je embarquer les autres avec moi dans une communauté» et en même temps, dire que se laisser embarquer, se laisser influencer par les autres, ça serait mal. Ça veut dire que, quelque part, je chercherais à provoquer un mauvais comportement chez les personnes qui me suivent. Donc oui, très clairement, ce truc-là s'équilibre quand je vois ça
Et OK, comment tu réagiras la prochaine fois que tu verras, ton enfant, se plaindre un petit peu de se laisser influencer? Fort de cet équilibre, je crois que, heu, ça va me donner un petit sourire de voir qu'en fait, OK, oui, certes, peut-être tu te laisses influencer là, mais c'est quelque part, c'est quelque chose qui te va bien, dont tu as besoin à ce moment-là, alors qu'en même temps, au même moment, tu es aussi en train d'influencer ton petit frère, ton papa, ta maman, d'autres copines. Donc, ouais, je sens que je vois là, en te le disant, je vois beaucoup plus cette loi d'équilibre. OK, on va arriver au cinquième trait de caractère qui est l'impatience. Alors, ça, je ne sais pas si tu l'as rencontré aussi chez tes beaux enfants ou enfants. Tu sais, c'est tout de suite. Heu, «Maman, je voudrais, un yaourt, s'il te plaît». Bon, il y a le «s'il te plaît», mais tout de suite! «Tu peux venir tout de suite!» et ce truc-là, mais moi au début, mais ça m'énervait. Je me dis: «Mais tu un tyran, quoi». Enfin, je veux dire, on va où là? C'est qui les adultes? C'est qui les enfants? La chaîne hiérarchique là, la chaîne de commandement là, qu'est-ce qui se passe? OK. OK Antoine. OK Antoine, alors quand est-ce que tu le fais aussi là, cette impatience? OK. Bon, bah, en fait, je le fais tout le temps. En fait, je fais tout le temps, oui. Je lance un nouveau podcast et je voudrais qu'il y ait déjà, des milliers d'écoutes. Je lance un projet, je voudrais que ça avance, 3 fois plus vite que ça n'avance. Je leur demande de mettre les chaussures et je voudrais que ça soit déjà fait avant même de l'avoir demandé. Donc oui, clairement, je le fais aussi très régulièrement. OK Antoine, quand est-ce que tu fais l'inverse? Quand est-ce que tu fais preuve de patience et que c'est cool aussi? Eh ben, ce matin, par exemple, on s'est levé un peu plus tôt et on avait du coup plus de temps, donc du coup, le fait de mettre les chaussures: «Ah, puis là, il y a un papillon qui passe. Ah, puis là, il y a un truc», parce que c'est ça aussi, hein, qui challenge la patience, c'est que les enfants, eux, ils sont vraiment dans l'instant présent. Donc s'ils sont partis à mettre le manteau, mais là, qu'il y a un papillon qui passe par la fenêtre, c'est fini, quoi. Je veux dire, tout s'arrête. Alors que toi, tu dis: «On va rater le train, on va rater le train». Les enfants, ils s'en foutent, en fait, hein, ils sont très dans l'instant présent, donc bah, ce matin, on avait un petit peu plus de temps et j'ai lâché le truc de me dire: «En fait, attends, en fait, on s'en fout, on a largement le temps, on n'a pas besoin de se speeder comme, d'autres matins, donc vas-y, on prend le temps» et c'était cool et c'était cool. Ce podcast Joli Papa que j'ai lancé, en janvier, donc il y a 4 mois maintenant et qui prend le temps de grandir doucement et oui, comme je te le disais, j'ai d'autres réseaux sociaux avec beaucoup d'abonnés et je pourrais avoir cette impatience de: «Hey, je voudrais que ça pousse fort, rapidos», mais en fait, non, c'est cool parce que je sais bien que, heu, ma structuration du podcast n'est pas encore forcément la meilleure. Heu, le fait qu'il soit pas en vidéo, bah, c'est dommage et donc finalement, ça prend peut-être le temps, ben, c'est le temps que ça va prendre. Voilà, il y a plein de trucs qu'on peut améliorer. Donc oui, bah, en fait, c'est cool aussi que d'être patient, que, prendre le temps que la mayonnaise prenne. OK Antoine, et quand est-ce que tu es impatient et que ce n'est pas condamnable, que c'est cool aussi? Et ben, dans le business, ouais, dans le business, je dirais que c'est un de mes coachs américains qui insiste toujours sur speed of implementation. Tu as une idée, bam, 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 tu testes, tu lances le truc, on regarde ce qui se passe. Et là, c'est exactement ce que je suis en train de faire pour des projets. J'ai fait ça pour le livre. À un moment, j'ai dit: «Bon, allez, je sors le livre, bim, c'est parti». Et les gens m'ont dit: «Mais t'es dingue, tu pas écrit une ligne. Pourquoi tu voudrais que ton livre soit sorti dans 2 mois là?» Beh, c'est comme ça. Bon, speed of implementation, oui, c'est impatient, ça me fait avancer aussi sur des trucs. Donc c'est les 2. OK Antoine, quand tu vois que à la fois l'impatience et la patience ont chacun, leurs avantages, hem, est-ce que tu es capable d'aimer ces parties de toi? Yes, je vois bien en fait comme un curseur du fait de des fois d'être impatient sur certains sujets, c'est vachement moteur et à la fois comme des fois être un peu patient et de se lâcher la grappe sur d'autres sujets, c'est aussi hyper facilitant. Donc clairement, ouais, je suis capable d'apprécier ces 2 parties. Ça marche coach, je suis d'accord. OK Antoine, et donc la prochaine fois que tu verras les impatients, les enfants, pardon, oh le lapsus, les enfants se comporter avec impatience, qu'est-ce que tu te diras?
Bah, je me dirais que c'est un beau miroir de tous les moments où moi-même je me comporte comme impatient avec eux, hein, comme le fait que des fois on voudrait qu'ils soient impatients, être plus matures, à ce qu'ils grandissent plus, à ce qu'ils arrêtent de faire des bêtises, à ce qu'ils soient moins maladroits. Ouais, mais en fait, c'est des enfants, ils ont besoin de faire leur chemin, ils ont besoin de grandir, quoi. Donc le temps, en fait, est la ressource, partagée par toutes et tous, hem et donc OK, ouais, ça me ramène à ce rapport au temps. OK, OK, on a le temps, on a le temps. C'est Churchill qui disait à son chauffeur: «Ralentissez, nous sommes pressés». Ouais, c'est les 2. Cool. Ralentissez, nous sommes pressés. Je vais me connecter à ça. Cool. OK, bon, on arrive donc à la fin donc de ces 5 apprentissages. Donc là, toi, je t'ai partagé vraiment des sujets sur lesquels, moi, ça m'énervait, je sentais que ça me crispait. J'ai pu analyser ça, j'ai pu, m'auto-accompagner sur le sujet avec ces outils, de coaching et certains sujets aussi, je fais appel à mes coachs pour, m'accompagner dessus. C'est important, hein, quand on est soi-même coach, de aussi se faire, accompagner et superviser, ce que je fais et je voudrais conclure, en posant cette question, mais finalement, ce qui t'arrive dans ta vie, les situations auxquelles tu es confronté et si c'était pas un hasard? Tu vois, si je reprends ce postulat de départ et si c'était pas un hasard? Est-ce que finalement, pour toi, devenir beau-père, c'était peut-être la meilleure manière de devenir père? Est-ce que le fait de tomber amoureux de cette femme, du fait qu'elle ait déjà des enfants, alors que toi, tu en avais déjà plein ou que tu en avais pas du tout, et si c'était pas du tout un hasard? Si c'était vraiment juste ce dont tu avais besoin pour grandir? Et si le fait que, alors que tu es fâché avec la masculinité, tu te retrouves qu'avec des petits gars dans tes beaux enfants, c'était pas un magnifique sujet pour t'aider à grandir? Est-ce que finalement cette belle parentalité, c'était pas juste ce qu'il te fallait dans ta vie pour, faire grandir l'homme en toi et pour faire naître le père? Est-ce que c'était pas juste ce qu'il te fallait pour réconcilier, te donner l'occasion peut-être de réconcilier ta lignée d'hommes? Hem et moi je vois avec grand plaisir comment les enfants mettent les pieds dans le plat direct. C'est-à-dire, il y a des sujets dont il faut pas parler, bim, on parle du sujet. C'est c'est hallucinant. Moi, je vois vraiment les enfants, comme des mini coachs un peu. Tu sais, c'est l'univers, tu envoyé quelqu'un pour te faire grandir. Ils mettent les pieds dans le plat, enfin c'est hallucinant. Et donc je trouve que ça fait prendre des superbes raccourcis à condition de faire ce petit pas de côté, cette prise de recul et ben, c'est ce qu'on fait en coaching, hein, en accompagnement justement d'aider l'autre à prendre du recul, à analyser, à voir la situation différemment, à voir tous les angles qu'on n'avait pas vus et ça, bah, ça fait vraiment grandir. Voilà, n'hésite pas si tu veux interagir, tu as, Instagram donc Joli Papa Podcast. Tu peux venir partager si tu veux venir partager ton histoire en interview, si tu te sens de venir échanger au micro avec moi, on peut faire ça à distance. Tu as pas besoin de te déplacer, ça sera avec grand plaisir. Envoie un message. Donc cercle d'hommes, un atelier sur la paternité et belle paternité le 16 avril, donc c'est mercredi. Je te mets le lien en commentaire si tu veux participer à cet atelier, c'est à 20h et c'est gratuit, c'est organisé par Corentin. Enregistrement public le 16 mai dans le Doubs à Audincourt. Viens faire un tour aussi, on pourra boire un coup, on pourra échanger, ça sera sympa et puis, le 5 juillet, Bruxelles Podcast Festival. Je suis en train de travailler aussi sur l'écrit, donc il va y avoir des écrits qui vont sortir bientôt. Je t'envoie d'ici là toute ma force d'homme avec tout mon amour de joli papa. Je sais qu'ensemble, on va se construire vraiment une magnifique aventure, une magnifique vie, de belle, paternité en famille recomposée. On trouvera le chemin. Ciao.